Sur BFM TV, le président de la République qui a, donné l'objectif des mesures qui sont prises en France. Objectif qui est toujours le même, c'est notamment de protéger nos soignants, et je le cite, de ne jamais les mettre face à des choix éthiques qui ne sont pas les nôtres. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que votre communauté, que vous les soignants, vous êtes suffisamment protégés par les mesures qui sont prises par le président de la République et son gouvernement ? Non, on n'est pas assez protégé, et surtout, on a l'impression d'un train lancé à grande vitesse. Et d'une certaine façon, le mal est déjà fait. Et ce qui se passe actuellement dans la surcharge majeure des services, c'est quelque chose contre lequel on a l'impression qu'on va être impuissant, en fait. Et je suis pas tout à fait d'accord avec le terme de protéger les soignants. C'est la même façon que de les héroïser ou de leur proposer des médailles pour montrer à quel point on est empathique envers ces soignants, mais c'est pas d'empathie dont on a besoin, c'est de moyens. Et là, les moyens n'y sont pas, et surtout, dans ce qui se passe actuellement, on a l'impression que finalement, c'est une fleur qu'on fait aux soignants pour que finalement leur vie soit pas trop compliquée. C'est pas ça. Il y a quand même un Airbus A320 qui se crache tous les jours en France. On a tendance à l'oublier. Ça continue. C'est inadmissible d'une certaine façon. La seule question qui se pose, c'est est-ce que c'est légitime dans un pays comme la France de permettre, d'accepter qu'il y ait ce crash quotidien et qui va augmenter dans les jours qui viennent. Donc moi je veux bien pas de mea culpa, mais les faits sont têtus et les soignants de terrain touchent tous les jours la difficulté que ça représente de prendre en charge des patients de plus en plus nombreux. 240 décès ces dernières 24 heures en France. Il y a ce soir plus de 4700 personnes en réanimation. On a un taux d'incidence, par exemple, en Ile-de-France qui est à 600. Un taux d'incidence chez les 10-19 ans en région parisienne qui est à 673 ce soir. C'est-à-dire qu'on a explosé tous les plafonds, tous les repères qu'on avait, toutes les limites qu'on ne voulait pas dépasser. On les a explosés. Face à ça, on a un gouvernement qui, ce soir, décide de placer 3 départements supplémentaires sous confinement light. On a un président de la République qui nous dit on va devoir prendre sans doute des nouvelles mesures dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. On n'a aucun tabou. Pour vous, jusqu'où faudrait-il aller ce soir ? Non, mais nous, devant ce sang-froid affiché ou obstiné, on est extrêmement désarmés. Enfin, je veux dire, on voit les choses, on est tous les jours conscient de ce qui se passe, et on a l'impression de ne pas avoir été attendu à temps. Et finalement, quand on remet les choses en perspective, parce que c'est bien d'avoir le nez collé au pare-brise, mais enfin, il se passe des choses depuis un an et demi sur l'hôpital public en France. Nous avons alerté de toutes les façons possibles. Vous l'aviez fait déjà face à Emmanuel Macron, c'était il y a un peu plus d'un an maintenant, ou un an. Oui, on pouvait encore espérer avoir été compris à ce moment-là. Et le bénéfice du doute pour la prise de conscience ou la conviction ou même la volonté de changer les choses d'Emmanuel Macron à cette époque, on pouvait l'avoir. Au moment du discours de Mulhouse, dont nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire, avec ces mots vibrants d'empathie, ces trémolos sur le fait qu'on doit, à l'hôpital en général, aux soignants, on doit de réformer le Ségur quand même. Mais le Ségur a accouché d'une souris. Le Ségur, c'est 183. Oui, mais je sais bien que c'est toujours difficile de dire ça. 183 € avec la crise économique qui se profile, c'est pas rien. Mais pour refonder l'hôpital public, c'est pas juste de l'argent en plus qu'il faut, c'est changer tout en même temps. Et je pourrais prendre ce parallèle avec un malade qui va mal dans une réanimation. Quand on a une défaillance dite multiviscérale, c'est-à-dire que le rein ne marche plus, le foie ne marche plus, le cœur ne marche plus. Si vous traitez que le rein, il y aura aucun effet, votre malade va mourir. Et c'est ça qui s'est passé et ce qui se passe actuellement pour l'hôpital public. On n'a pas du tout pris la mesure de ce qu'il fallait changer, et notamment du fait que le recrutement à l'hôpital public ne se faisait plus. On n'a pas les bras pour s'occuper des patients actuellement. Il faut bien comprendre ça. Et on va François Salakas, il y a un point qu'Emmanuel Macron n'a pas abordé ce soir et qui est pourtant dans toutes les têtes. Ça concerne les écoles. On a ce soir près de 3000 classes fermées, c'est-à-dire 30% de plus que la semaine dernière. Et on a Olivier Véran un peu plus tôt dans l'après-midi qui nous disait pour l'instant on ne touche pas aux écoles. Est-ce que ça vous paraît raisonnable ? Non, mais là vraiment je peux pas vous répondre là-dessus. Je suis désolé, je vais être extrêmement décevant. Je suis pas épidémiologiste. Moi, ce que j'entends de mes collègues pédiatres et épidémiologistes, c'est que ça a un sens éventuellement avec un confinement dur associé. Et en fait, tout ça, c'est des problèmes de timing. C'est-à-dire, si on confine de façon durement, avec éventuellement en fermant les écoles, mais surtout, en vaccinant à toute vitesse pendant cette période-là, là, on a des chances
d'éviter ce qui se passe depuis finalement un an, c'est-à-dire des vagues successives, et on n'en sort pas parce qu'il y a un problème de timing. C'est un tout. C'est un tout et il faut pas essayer de ménager la chèvre et le chou si on veut s'en sortir. Il faut aller vite, fort. Ce que vous nous dites, c'est que on confine si on peut vacciner massivement. Sinon, ça sert à rien. Écoutez, il y a quand même des success stories dans ce domaine. C'est ce qui s'est passé en Israël, il me semble. Donc oui, c'est faisable. La question, c'est est-ce qu'on avait les moyens de le faire? Et après, on ajuste sa politique ou sa stratégie aux moyens. Et c'est ça qui se passe depuis le début, d'où la crise de confiance avec les décisions qui sont prises. Un jour, François Salakas, comment vous voyez, vous, ces débats autour du certificat européen et de ce que va permettre de faire la vaccination? Non, mais je les vois pas du tout. Alors là, pour le coup, j'ai du mal à faire de la prospective. Nous, on est extrêmement inquiets de ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe pour les soignants actuellement, c'est de voir arriver une énorme vague. Sauf que la première fois, on la voyait arriver, mais donc tout le monde se retroussait les manches. On a réussi sur 2 mois à faire quelque chose d'extraordinaire. Et là, ce qui est dramatique, c'est que les soignants ont peur. C'est-à-dire qu'ils voient arriver une énorme vague, tout en sachant que là, cette fois-ci, on pourra pas l'arrêter. Et donc les histoires de on laissera pas les soignants trier eux-mêmes, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Le fait de faire des choix qui sont difficiles, comment ces choix et sur quels critères vont être faits, c'est absolument dramatique ce qui arrive actuellement. Donc le discours, disons, on va dire calme du président m'a paru complètement découplé de la réalité. Discours calme qui tranche avec les autres informations qu'on a eues aujourd'hui. C'est confirmé, 80% de déprogrammation en Ile-de-France, parce que les hôpitaux ne tiennent plus. Il va falloir monter à 2200 lits de réanimation et pousser les murs encore une fois en Ile-de-France, parce que c'est dans cette région que la situation est la plus compliquée. Et avec, en plus, par rapport notamment à ce qui se passait il y a 1 an, quasi l'impossibilité d'amener, j'allais dire, des troupes neuves en Ile-de-France, des troupes venues des autres régions pour vous donner un coup de main. Mais c'est une certitude, ça. Et là, actuellement, on est confronté à des injonctions de l'ARS qui fait son boulot, si on peut dire. C'est-à-dire qu'ils disent ce qu'il faut faire. Ils ne disent pas du tout comment on va le faire. Et en fait, on ne pourra probablement pas le faire. Donc, je crois que la situation est beaucoup plus grave que lors de la première vague, qu'on n'est pas armé pour, et qu'on a perdu 1 an, au moins 1 an, pour redonner à l'hôpital public des moyens, des vrais moyens de faire face à ce genre de choses. Rien n'a été fait, ou quasiment rien. Je suis désolé, le Ségur qu'on nous resserre... Non, je ne vais pas vous parler du Ségur, parce que là, on nous explique que 1 an, c'est pas suffisant, parce que pour avoir des bras, il faut former les spécialistes, médecins anesthésistes, ça prend du temps, médecins réanimateurs aussi, même les infirmières, on nous parle de un peu plus quand même que 3 mois, 6 mois, voire 1 an. Donc en fait ici, il faut du temps, c'est ce qu'on nous explique. Je sais pas quelle est votre réponse sur ce point-là. J'arrête pas de poser la même question. Comment se fait-il qu'en 1 an, on parvienne pas à former du personnel compétent? Est-ce que c'est si difficile que ça? Oui, là, ça dépend. On peut former du personnel pour agir ponctuellement, si vous voulez, pour venir donner un coup de main, mais former des vrais professionnels. Et la vraie question, c'est très intéressant ce que vous avez dit sur la désindustrialisation de la France. Mais c'est la même chose pour l'hôpital public. On a laissé l'hôpital public, en fait, depuis des années, perdre ses moyens d'action. Et donc, c'est ça le problème. Mais si on avait donné des signes très très forts, qui sont très simples, pas seulement les salaires, changer les conditions de travail et dire aux soignants, revenez travailler à l'hôpital public et vous serez pas 1 pour 12 ou 1 pour 15 patients, vous serez 1 pour 8. On les aurait convaincus de revenir. Ça n'a pas été fait. La gouvernance, c'est-à-dire le fait que, en fait, à l'hôpital public, ça reste le directeur qui décide et sur des objectifs purement comptables, c'est resté. La loi qui vient de passer actuellement, la loi RIS, ne change absolument rien à la gouvernance. Donc, rien n'a été entendu. C'est une catastrophe de ce point de vue-là. Ça veut dire que, en fait, Emmanuel Macron, soit il a été très mal conseillé, soit finalement, et l'histoire le dira, la fin de l'hôpital public, ou en tout cas tel qu'on le connaît, l'hôpital dont les Français s'enorgueillissaient, c'est fini. Mais il tient, vous avez dit vous-même sur la première vague, il a tenu l'hôpital public et c'est très difficile pour les soignants, mais l'hôpital a montré aussi que il avait amélioré les soins pour les personnes sur le Covid pendant cette année. Il y a quand même des choses positives. Non, mais très très peu. Il a tenu ponctuellement pendant 2 mois. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est tous les patients dont non Covid qui ne peuvent pas être pris en charge. Il y a des retards majeurs. Il y a des opérations cardiaques qui ne peuvent pas se faire. Il y a des cancers qui prennent du retard. On a l'impression que tout ça, on le passe sous silence. Ça veut dire qu'un pays comme la France, à l'heure où nous parlons, n'a pas les moyens de soigner sa population
dans des conditions qui devraient être les siennes. Est-ce que les Français ont l'hôpital auquel ils ont droit ou On est quand même dans une situation exceptionnelle de pandémie, ce qui n'était pas arrivé depuis, mais c'est justement depuis la fin des années 60, je crois, la dernière grande pandémie. Mais c'est justement pour ça qu'il fallait prévoir. On a alerté depuis 10 ans, 1 milliard par an d'économies. Et là, je vous rappelle que le plan de financement de la sécurité sociale, tel qu'il est actuellement, c'est encore 1 milliard d'économies pour l'hôpital public. Ça veut dire que la trajectoire sur le financement de l'hôpital ne change pas, la trajectoire sur la gouvernance ne change pas. Finalement, rien ne change. Il y a une indifférence totale à ce qui se passe. Merci. Vraiment. Merci.